Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons poursuivre donc notre parcours à travers les métalloenzymes artificiels et les biocatalyseurs hybrides. Enfin, il y a toutes sortes de noms. Alors, je suis très heureux aujourd'hui que cette thématique soit illustrée par le séminaire après mon cours de Thomas Ward, qui nous vient de l'université de Bâle et qui est vraiment un des, peut-être presque le spécialiste mondial de ces systèmes hybrides pour faire de la catalyse et en particulier de la catalyse énantiosélective. Donc on aura donc Thomas tout à l'heure pour nous parler de ses approches et de ses résultats. Alors, j'avais fait une introduction qui était un peu longue la dernière fois, mais je tenais à ce qu'on comprenne bien quel était l'esprit avec lequel on travaillait, quels étaient les objectifs, quels étaient les avantages d'associer le monde de la synthèse et le monde de la biologie. Et donc je souhaite continuer un petit peu sur ce que j'avais prévu de faire la semaine dernière avant de parler d'une application d'autres systèmes hybrides dans le domaine qui m'est cher, vous le savez, pour ceux qui suivent mes cours depuis quelques années, qui est celui de la photosynthèse artificielle et des applications dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie. Alors, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous vous souvenez de ce transparent, enfin de cette diapositive, où j'essaye d'évoquer donc l'ensemble des grandes stratégies qui sont utilisées pour faire des catalyseurs de type métalloenzyme artificiel. Alors, la première stratégie, c'est de prendre une métalloprotéine et de remplacer un ion métallique par un autre. On a vu donc des exemples de ça. La deuxième, c'est de remplacer un cofacteur maintenant métallique par un analogue. Et la fixation de ce cofacteur peut être covalente ou pas. Donc là, ce n'est pas simplement le métal, mais c'est un ensemble de choses, métal plus ligand. Typiquement les M, remplacés par des ligands qui ressemblent. Troisièmement, utiliser le site spécifique de liaison à un ligand. Et là, je n'en ai rien dit parce qu'on va entendre, je pense, beaucoup de choses sur le système avidine-biotine aujourd'hui avec Thomas Ward. Et je vais finir donc sur les deux derniers systèmes, fixés de façon covalente un ligand ou un complexe sur une protéine, donc c'est artificiel, hein, et créé par mutagénèse, diriger un site de fixation d'un ion complexe. Donc c'est ça que je vais donner quelques exemples, hein, comme je l'ai fait depuis le début. Alors, typiquement, voilà un travail déjà assez ancien, où vous prenez une protéine, ici c'est l'adipocyte lipid binding protein, et vous créez un ligand avec une fonctionnalisation qui permet de faire, d'avoir un agent alkylant qui permet donc de faire une réaction avec un acide aminé de la protéine. Ici c'est un thiol, donc une cystéine, et à ce moment-là vous accrochez une partie organique qui n'a évidemment rien de naturel, c'est un ligand synthétique, c'est une phénanthroline, ligand assez classique en chimie de coordination. Et de fait, vous créez la capacité de fixer un métal sur une protéine qui n'a pas cette capacité. Voilà, et après vous pouvez essayer de faire de la chimie avec de tels objets. C'est ce qui a été fait ici. Vous voyez, alors vous pouvez faire de l'hydrolyse d'un ester, voilà un substrat modèle. Alors le nitrophénol est assez souvent utilisé comme sonde d'hydrolyse parce que ça a des propriétés spectroscopiques qui permettent de suivre la réaction. Et donc vous voyez qu'en ajoutant du cuivre à cette nouvelle protéine artificielle, eh bien vous créez une capacité d'hydrolyse qui est nettement meilleure que le cuivre tout seul. La protéine elle-même n'a aucune ou presque pas d'activité. Donc vous créez une nouvelle activité. Vous pouvez même, bien sûr, et ça c'est un des grands enjeux hein, de cette catalyse hybride, de ces métalloenzymes artificiels, c'est justement d'utiliser la chiralité hein, inhérente aux protéines, parce que évidemment les acides aminés sont chiraux, les acides aminés
qui constituent la protéine. Et donc, avec un peu de chance, ou bien de façon rationnelle, on peut installer le métal dans un site qui est chiral, suffisamment... qui va permettre de faire donc des réactions énantiosélectives. Ici, par exemple, voilà, vous avez, toujours avec le même système, des hydrolyses d'acides aminés, d'esters d'acides aminés qui donnent des acides aminés. Et comme vous le voyez, dans certains cas, alors, il y a différents composés, des esters d'alanine, de tyrosine, de sérine. Et ce que vous constatez, c'est que partant d'un racémique, vous avez une hydrolyse spécifique sélective d'un des énantiomères, et vous pouvez avoir des excès énantiomériques qui peuvent être importants. Vous voyez la différence ici entre la production de L-alanine par rapport à la production de D-alanine. Voilà un exemple, si vous voulez, assez simple. Ce n'est pas une réaction passionnante, hein, mais néanmoins... voilà, finalement, de façon relativement simple, on produit un catalyseur, donc métalloenzyme artificiel, qui est capable de faire des réactions énantiosélectives. Vous voyez, avec des excès énantiomériques qui peuvent être quand même assez grands, 86%. Voilà, après des études cinétiques vous montrent qu'en effet, c'est bien un système enzymatique qui se comporte comme une enzyme, avec des comportements de type Michaelis, avec des accélérations qui sont tout à fait importantes, hein, vous voyez, 10 puissance 4. Voilà. Dernier moyen de créer une métalloenzyme artificielle, c'est créer par mutagénèse un site de fixation d'un ion ou d'un complexe. Et là, je vais y passer un tout petit peu de temps parce qu'il y a eu des très très belles choses qui ont été faites dans ce domaine. Alors, voilà un exemple, vous voyez, récent, où à partir d'une enzyme, ici imidazole glycérol phosphate synthase, les chercheurs ont créé ici un site à cuivre. Voilà, il y avait une histidine qui était déjà bien placée. L'analyse a conduit à modifier quelques acides aminés pour avoir ici bien positionné 2 histidines et un aspartate. Et à ce moment-là, ce système est capable de fixer du cuivre. Et dans ce cas-là, donc, de catalyser une réaction de Diels-Alder. Alors je reviendrai sur cette notion de Diels-Alder tout à l'heure, enfin dans 2 minutes. Et là aussi, vous voyez la formation de l'isomère en endo prépondérante, des excès énantiomériques. Et alors, là, ça a été plus compliqué, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'acides aminés de surface, je crois que ce sont des histidines, qui ont été modifiés en alanine pour éviter des complexations de métal non spécifiques en surface. Et c'est ce qui est indiqué ici par 4 multiplié par ALA. Et comme vous le voyez, donc, les meilleures conversions, les meilleurs excès énantiomériques et les meilleurs rapports endo-exo sont obtenus avec cette protéine qui a 2 histidines, un aspartate et qui a muté les histidines de surface. Sans catalyseur, vous voyez évidemment les excès énantiomériques sont presque nuls. Le cuivre libre également. Ici, si vous remplacez l'aspartate par une alanine, c'est la même chose, très peu d'excès énantiomériques. Voilà, donc on peut faire des choses extrêmement fines en faisant ces modifications. Alors oui, il s'avère qu'une collaboratrice m'a soulevé le fait que j'avais dit qu'il n'y avait pas de réaction de Diels-Alder dans l'eau. Alors, en fait, il y a beaucoup de débats là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a des Diels-Alderases dans le monde vivant? Je crois que ça reste une question. Je crois que ça n'a pas été vraiment démontré, même si, par exemple, vous voyez ici dans cet exemple, dans la synthèse de la spinosine A, qui est ce composé, il y a un moment, une étape ici où vous avez une formation d'un cycle, ici d'un cyclohexène, d'un groupement cyclohexène. Alors, ce n'est pas si évident de le voir à partir de là que ça ressemble à une réaction de Diels-Alder,
mais en réalité, il a été démontré ici que vous avez une déshydratation, une mobilisation de la un déplacement de la double liaison ici, et là, vous vous retrouvez dans une configuration où vous pouvez faire une réaction de Diels-Alder. Voilà, et en effet, si vous formez ce cyclohexène à partir de ce groupement-là, voilà un exemple où vous pouvez penser que c'est une réaction de type Diels-Alder. Donc il y a énormément de recherches en ce moment dans le... C'est une grande réaction de la chimie organique, hein, la réaction de Diels-Alder, et donc la question se pose de savoir si en effet ce sont des vraies réactions Diels-Alder concertées, et donc c'est ce qui est dit ici, vous voyez... La réaction, voilà, l'addition d'un alkényle sur un diényle semble cohérent avec une réaction Diels-Alder. Cependant, la confirmation de cette hypothèse demande de démontrer que la réaction progresse, enfin, se passe avec un état de transition péricyclique, etc. Bon, donc ce n'est pas encore démontré, mais il est fort possible que cette notion que j'ai évoquée, à savoir que il n'y a pas de réaction de Diels-Alder dans l'eau et que c'est un enjeu. Et d'ailleurs, les deux exemples que j'ai donnés la dernière fois et cette fois-ci de réaction de Diels-Alder, la motivation était effectivement de faire des réactions de Diels-Alder dans l'eau. Avec l'argument que ça n'était pas fait par les organismes vivants. Bon, c'est peut-être pas tout à fait vrai. Voilà, là aussi... de la mutagénèse dirigée, remplacer des acides aminés. Alors ça, c'est un travail, je crois, qui a été fait à Orsay chez Jean-Pierre Mailly. Donc utiliser une protéine, la xylanase, qui a une grande cavité, comme vous pouvez le voir ici, qui permet d'imaginer qu'on puisse positionner, moyennant de modifier certains acides aminés pour créer les liens avec ce cofacteur, un cofacteur de synthèse. Ici, c'est une porphyrine de manganèse, et profiter donc de cet environnement polypeptidique pour faire des réactions énantiosélectives. C'est ce qui est essayé ici, vous voyez, avec des réactions d'oxydation de styrène, donc qui conduisent soit à des époxydes, enfin un mélange d'époxydes, cassure de la liaison carbone-carbone ici pour donner des acétophénones, et puis formation d'aldéhyde. Voilà, évidemment, ce qui est intéressant dans ces réactions, c'est les rendements, l'excès énantiomérique, et puis une certaine sélectivité de la réaction. Le mieux, c'est de ne pas avoir de mélange. Et donc, par exemple, si c'est des époxydes qu'on veut produire, c'est évidemment éviter les autres produits. Et donc, tout ça peut être géré par tout un tas de modifications à la fois de la protéine et du cofacteur métallique. Et vous voyez donc qu'il y a des possibilités d'avoir des rendements, des rendements en époxyde, puisque c'est ça qui était cherché, qui sont relativement raisonnables, ils ne sont pas fantastiques, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut atteindre des excès énantiomériques qui peuvent être importants, vous voyez ici, 80% d'excès énantiomériques. Voilà. Le dernier exemple dont je vais parler, c'est vraiment peut-être un des systèmes les plus complexes qui a été réalisé ces derniers temps. Pourquoi les plus complexes? Parce qu'on s'intéresse à une famille d'enzymes, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs il y a quelques années, de la famille de la cytochrome oxydase. Complexe parce qu'il y a à la fois un système héminique et également un deuxième site métallique, non héminique. L'exemple donc bien connu de cette famille, c'est la cytochrome oxydase qui catalyse le transfert d'électrons, la réduction de l'oxygène à 4 électrons pour donner de l'eau en fin de la chaîne respiratoire. Donc c'est un système intéressant. Vous voyez ici, vous avez la porphyrine, alors c'est au sein de cette protéine. Vous avez la porphyrine, l'hème, accrochée par une histidine, le fer est fixé à la protéine avec cette histidine. Et puis vous avez un système à cuivre ici, avec trois histidines. Alors, cette histidine est un peu particulière parce qu'il y a un lien covalent avec une tyrosine, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Et en fait, cette organisation est essentielle
pour fixer l'oxygène moléculaire qui va être réduit entre l'atome de fer et l'atome de cuivre, comme vous pouvez le voir là, et catalyser la réduction à 4 électrons de l'oxygène. Alors, l'idée, c'est de créer des systèmes qui sont maintenant capables de faire des réactions multiélectroniques complexes de type cytochrome oxydase, mais avec des protéines plus simples. Et c'est ce qui est réalisé ici. À nouveau, on retrouve la myoglobine. La myoglobine, dès lors qu'on s'intéresse à des M ou à des ligands, enfin, je veux dire à des complexes assez analogues aux porphyrines métalliques, on pense souvent à la myoglobine. À nouveau, je l'ai dit, mais c'est parce que c'est un système protéique qui est connu, bien connu, qui est cristallisable, dont on peut avoir des structures aux rayons X, qu'on peut obtenir en grosse quantité, etc. Et on maîtrise parfaitement bien la cavité dans laquelle cet M est fixé. Donc, vous l'avez déjà vu, mais vous voyez, donc, si on zoome sur ce site de l'M de la myoglobine, à nouveau, on voit une histidine ici, on voit la porphyrine de fer, et puis on voit cette histidine, et évidemment, ça laisse penser tout de suite que si on rajoutait des histidines par là et profitant de cette histidine, peut-être qu'on pourrait créer un site de fixation de métal. Et c'est ce qui a été fait puisque cette histidine 64 a été gardée, la valine 68 a été transformée en glutamate et leucine 29 et phénylalanine 43 transformée en histidine. Ce qui, à ce moment-là, vous voyez que vous avez ici un environnement où vous avez 3 histidines qui peuvent fixer un métal et un carboxylate. Et en effet, à ce moment-là, l'objectif c'était non pas de faire une cytochrome oxydase, mais de faire une NO-réductase. Alors une NO-réductase, c'est donc un système qui est de la famille de cytochrome oxydase, mais qui contient un M et qui a comme deuxième métal non pas un atome de cuivre, mais un atome de fer. Et la raison pour laquelle il y a un glutamate ici, c'est qu'il y avait un certain nombre d'informations qui semblaient indiquer qu'il y avait, en plus des 3 histidines pour fixer le fer, un carboxylate. Et de fait, vous voyez, ce sont des résultats récents, publiés dans Nature et PNAS en 2009 et 2010. Cette protéine, qui est que de la myoglobine légèrement modifiée par mutagénèse dirigée, a une activité NO-réductase, transformée en NO en N2O. Voilà, donc avec une certaine activité. Voilà, alors ici c'est l'activité enzymatique, production de N2O avec le système que je viens d'indiquer. Et un deuxième système a été créé dans lequel l'isoleucine 107, qui était aussi à proximité, a été transformée en glutamate. Donc, un deuxième aspartate dans le coin et qui confère une activité beaucoup plus grande. Alors, pourquoi ça c'est important ? C'est parce que, finalement, c'est assez intéressant, parce que les gens qui ont fait ça ont créé un site actif en ajoutant ce glutamate, ont créé un site actif qui ressemblait à la NO-réductase sans qu'on sache la structure aux rayons X de la NO-réductase. Ce n'est qu'après, lorsque en 2010 la NO-réductase a été cristallisée et on a pu avoir des informations sur le site actif. Vous voyez, c'est un système extrêmement complexe qui est là. Ici, c'est simplement un anticorps qui a permis la cristallisation. Mais vous voyez, le site actif ici, qui est indiqué là, montre en effet 3 histidines, un aspartate, et puis un glutamate, et d'autres glutamates autour qui jouent des rôles très importants dans les transferts de protons associés à cette activité. Voilà, donc ça c'est une histoire assez intéressante parce que finalement les gens qui ont inventé des métalloenzymes artificiels l'ont fait sans la connaissance de la structure aux rayons X, ont modifié pour optimiser le système et finalement on produit un site actif qui était très proche
de l'enzyme naturelle pour avoir la plus grande efficacité. Alors, je ne veux pas rentrer ici dans le détail du mécanisme, mais l'association des deux atomes métalliques, un peu comme dans la cytochrome oxydase qui permet de fixer l'oxygène par les deux ions métalliques, ici c'est la fixation de deux molécules de NO qui donc se retrouvent à proximité et qui peuvent réagir l'une avec l'autre pour créer la liaison azote-azote qui va conduire à la formation de la molécule N2O. Voilà. Alors, pour terminer sur cette partie, je n'ai parlé que de protéines, mais finalement, n'importe quel polymère biologique pourrait être utilisé pour créer ces nouveaux objets hybrides combinant une partie biologique et une partie de synthèse. Je crois qu'un des plus beaux exemples de système hybride catalyseur artificiel qui ne soit pas dérivé d'une protéine, c'est le travail de Feringa et Rolfes qui utilisent de l'ADN. Donc il y a tout un tas de travaux qui ont démarré voilà, à peu près dans le milieu des années 2000 et qui ont conduit à des résultats tout à fait intéressants en utilisant de l'ADN. Là aussi, matériaux relativement simples à obtenir, voilà, et suffisamment stable pour faire de la chimie. Alors, il y a eu une première, si vous voulez, il y a eu une première stratégie simple, je dirais c'est la première génération de catalyseurs où simplement les chimistes ont utilisé des intercalants de l'ADN. Vous savez que à cause de la structure de la double hélice et de l'empilement des bases ici, à l'intérieur de la double hélice, il y a la capacité de créer des interactions entre des molécules exogènes et les bases nucléiques. On parle d'intercalation entre les différentes couches d'acide nucléique. Et des molécules de ce type-là, aromatiques, ont la capacité de venir s'intercaler. Voilà. Ce faisant, si vous réussissez à accrocher à cet intercalant un groupement qui est latent, qui peut complexer des ions métalliques, eh bien, à ce moment-là, vous voyez que vous avez un polymère ici, vous avez un accrochage qui est non covalent, mais qui est quand même assez stable, et puis vous avez un complexe métallique à proximité de cet environnement qui est évidemment, comme vous le voyez bien et comme vous le savez, chiral. Là aussi, l'enjeu à cette époque-là pour ces gens-là, c'était de faire une réaction de Diels-Alder dans l'eau, et donc à nouveau toujours le même type de réaction. Et comme vous le voyez ici, on a des systèmes qui sont relativement efficaces pour un premier coup, 80% de conversion et des excès énantiomériques de 50%. C'est relativement simple comme stratégie, hein, parce qu'il suffit d'ajouter de l'ADN et puis cette molécule. Voilà. Les systèmes ont été améliorés, notamment avec cette deuxième génération qui, en fait, a été construite pour rapprocher encore plus la partie métallique de l'ADN. Les modèles montraient que la première génération, le métal était un peu trop loin et on pouvait encore améliorer l'énantiosélectivité des réactions en rapprochant les systèmes. Et donc, à partir de là, il y a toute une série de composés à base de bipyridine et phénanthroline modifiés. Et à ce moment-là, vous voyez que vous avez des résultats qui sont tout à fait récents. Donc ça, c'est beaucoup plus récent, avec ces molécules de deuxième génération, avec des rapports endo-exo qui sont bien meilleurs, et avec des excès énantiomériques pour le produit endo, qui est de l'ordre de 99%, 100%. Donc une réaction d'une très très grande sélectivité. Voilà, à partir de là, ces gens-là ont testé tout un tas de réactions. Vous en avez la liste ici. Voilà, des alkylations de Friedel et Kraft avec des rendements, des excès énantiomériques de plus de 90%. Vous voyez, presque partout, c'est plus de 90% d'excès énantiomériques.
voilà, des additions de Michael, des réactions de Diels-Alder, etc., etc., avec à nouveau vraiment des systèmes très simples, hein, de l'ADN et voilà, des complexes bipyridines de cuivre ou phénanthroline de cuivre. Voilà, alors, à partir de ces systèmes-là, les gens essayent de faire des premières réactions dans l'eau. Voilà, il y a tout un objectif de faire de la chimie organique dans l'eau. C'est une des ambitions, hein, de ce que j'ai évoqué, enfin, ce qu'on appelle la chimie verte et la catalyse dans ce contexte, qui est effectivement de travailler dans l'eau avec de bonnes sélectivités, enfin, etc., etc. Donc vous pouvez trouver dans la littérature tout un tas de réactions intéressantes. Voilà, ici c'est une hydratation d'énone, voilà, qui est catalytique, qui utilise ces systèmes-là. Et voilà, les meilleurs systèmes, c'est 80% d'excès énantiomérique. Bon, je vais passer. Est-ce que je ne veux pas trop rentrer dans le détail. Si, peut-être il y a 2-3 choses qui peuvent être intéressantes ici. Oui. La question qu'on peut se poser, c'est d'où vient la sélectivité de la réaction et d'où vient... il y a une sorte de contradiction, si vous voulez. On peut penser qu'en rapprochant énormément l'ion métallique du polymère, effectivement, on a une induction chirale qui est plus forte, et en même temps, on rend moins accessible le catalyseur par les réactifs. Et pourtant, dans ces systèmes-là, on observe les deux, à savoir des sélectivités croissantes. Quand on compare l'ensemble des systèmes qui ont été accrochés à l'ADN, on observe qu'il y a une sélectivité qui est croissante et même des cinétiques meilleures quand on rapproche le système. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, bon, je ne suis pas sûr que j'ai le temps de rentrer dans le détail. Voilà, alors le L3, voilà, les L3 c'est la première génération et celui-là c'est la deuxième génération. Bon, quand on regarde l'affinité du composé pour cette famille-là ou cette famille-là, enfin l'affinité pour le cuivre, on voit relativement peu de différences. Là où on voit de grosses différences, voilà, on a des accélérations. Voilà, oui, on a des accélérations qui sont considérables ici avec le système de deuxième génération. Et donc ça, c'est assez difficile à comprendre. En fait, on observe que et par ailleurs que la sélectivité, elle vient du fait qu'il y a une très grande différence entre les constantes de vitesse, et notamment il y a une constante de vitesse plus grande pour l'isomère qui se forme le plus vite, bien évidemment. Donc il y a des tas de réflexions autour de comment expliquer ces sélectivités avec ce type de système et la cinétique. Voilà. Il y a aussi des effets de séquence. Alors là, ça devient très très compliqué. Donc les auteurs commencent à regarder les effets de séquence de l'ADN. Alors vous imaginez bien qu'avec un support comme un acide nucléique, vous avez une infinité de combinaisons possibles. Donc vous avez une infinité de catalyseurs potentiels. Donc
Voilà, donc les gens regardent aussi ça. Évidemment, on ne peut pas produire une infinité de catalyseurs, mais on peut, de façon rationnelle, explorer différentes combinaisons de séquences. Et vous voyez qu'il peut y avoir des différences assez importantes en termes d'excès énantiomérique. Donc là aussi, les gens essayent de comprendre ça. Voilà. Donc, pour terminer, dans la première partie de cette heure, pour finir, voilà, les choses ont quand même bien avancé depuis le début. Je vous avais évoqué, peut-être en citant George Whitesides la dernière fois comme étant peut-être un des tout premiers exemples de métalloenzyme artificiel. Vous vous souvenez, c'était une hydrogénation avec un complexe de rhodium. Eh bien, on commence à avoir des systèmes, certes, qui ne sont pas totalement optimisés en termes de sélectivité, de vitesse, enfin, etc., mais on est capable donc de faire tout un tas de réactions importantes, hydrogénation, des réductions de cétone, des oxydations d'alcool, des sulfoxydations, des époxydations, des hydrolyses, des réactions de Diels-Alder, enfin, etc., etc. Donc on commence à avoir un ensemble, et c'est un domaine qui est vraiment jeune. Il y a vraiment très peu de temps que... alors George Whitesides, ça fait un certain temps, mais disons que ces choses-là sont en train d'exploser depuis, vous avez vu les dates des articles que je vous ai cités depuis une dizaine d'années. C'est vraiment un domaine intéressant en pleine explosion. Voilà, alors je passe au cas, alors c'est ici je crois. Où est-ce que je lis ? Voilà, je vais traiter quelques exemples qui se développent encore plus récemment dans le domaine de ce que j'appelle la photosynthèse artificielle. Je vais faire une petite introduction très rapide, mais ce sont des choses qui commencent à être connues, que j'ai déjà évoquées. Donc, comme vous le savez, un des grands enjeux, c'est d'exploiter l'énergie solaire, qui, parmi l'ensemble des énergies renouvelables, est sans doute, enfin, est clairement l'énergie la plus abondante et qui mérite qu'on s'attaque à son exploitation si on veut remplacer les énergies fossiles carbonées qui sont destinées à disparaître ou à créer trop de CO2 dans l'atmosphère, enfin, etc. Vous connaissez tous ces arguments. Et comme vous le voyez, en termes de puissance, il y a 100 000 terawatts d'énergie solaire qui arrivent sur la Terre alors que nous en consommons 14 terawatts et que nous allons vers peut-être le double dans les années 2050. Le problème de l'énergie solaire, c'est que c'est très bien, très abondant, mais il y a deux grands problèmes. Des densités de puissance faibles, c'est très dilué l'énergie solaire. Vous voyez, des densités de puissance qui sont de l'ordre de 170 watts par mètre carré, qui sont en général inférieures aux densités de puissance dont on a besoin dans nos différentes utilisations. Vous voyez, au plus haut, gratte-ciel, usine, etc., building, supermarché. Bon. Et une maison, c'est à peine le niveau qu'il faut pour cette énergie. Donc trop dilué, il faut la concentrer. Le deuxième aspect, c'est évidemment l'intermittence. Il fait nuit, il ne fait pas beau des fois, etc. Donc il faut l'excès d'énergie dans les moments favorables doit être concentré et stocké. Et une façon de le stocker, c'est de le stocker sous forme de carburant. Voilà. Et il y a 36 façons d'exploiter l'énergie solaire ou de la stocker. C'est l'exploiter évidemment en la transformant en électricité, c'est le photovoltaïque. C'est bon, évidemment, il y a une chose qui se fait de façon naturelle, c'est la photosynthèse. Et puis une autre façon, c'est d'utiliser l'énergie solaire directement pour faire de la décomposition de l'eau en oxygène et en hydrogène. Et sous forme hydrogène, vous avez un carburant qui a stocké l'énergie solaire. Alors, quand on veut développer de nouvelles technologies pour stocker cette énergie solaire, il est évident qu'on a tout intérêt à regarder ce que fait le monde vivant. Et ce qu'il y a de plus fascinant dans le monde vivant en termes de transformation de l'énergie solaire et de son stockage, c'est évidemment la photosynthèse naturelle, qui compte à peu près pour une centaine de terawatts par rapport au 100... Attention.
une centaine de terawatts par rapport aux 100 000 terawatts. Hein, vous voyez, il y a à peu près 100 terawatts qui sont stockés dans la biomasse. Encore une fois, vous voyez, vous le comparez aux 14 terawatts que nous consommons à l'échelle de la planète. Donc il y a effectivement stocké comme énergie dans la biomasse suffisamment pour fournir l'énergie complète de l'humanité. Bien évidemment, vous savez, il y a tous ces débats, on ne peut pas utiliser tous les espaces qui produisent de la biomasse pour faire des carburants. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est comment ça se passe. Et j'ai déjà évoqué ça, mais je voudrais y revenir. Parce que vous allez voir que les chercheurs ont aussi une démarche de construction de systèmes hybrides en utilisant des éléments de cette photosynthèse pour faire des systèmes intéressants. Alors, vous avez plusieurs composants de ce système. Vous avez d'abord le photosystème 2, c'est un système donc complexe qui a tout un tas de chromophores qui collectent chlorophylle, enfin, etc., qui collecte l'énergie des photons et qui utilise cette énergie pour extraire les électrons de l'eau, ce faisant libérant de l'oxygène et des protons, et ensuite utilisant ces électrons pour réduire des conducteurs d'électrons, des quinones, et engager les électrons dans une chaîne de transfert d'électrons qui va jusqu'à un deuxième photosystème où les photons vont arriver. Pourquoi faut-il un deuxième photosystème? C'est parce qu'au cours de ce trajet, les électrons perdent leur énergie, une partie de leur énergie, et il faut les réénergiser d'une certaine façon pour les rendre capables de produire le réducteur qui va réduire le CO2. Et donc il y a à nouveau des photons ici qui excitent le photosystème 1, créant des trous et des électrons. Les trous ici sont comblés par les électrons qui arrivent et les électrons peuvent continuer, et des électrons très excités peuvent continuer leur chemin. Et dans ce chemin, c'est aller vers la réduction du NADP en NADPH. Donc finalement, les électrons qui viennent de l'eau servent à accumuler une forme réduite d'un réducteur puissant qui est le NADPH, qui est le réducteur biologique. Et ensuite, ce NADPH va rentrer dans le cycle de Calvin où le CO2 est fixé et converti en sucre, en cellulose, enfin en toute la biomasse qui est produite. En même temps, il se passe quelque chose d'assez intéressant, c'est un gradient de protons à travers la membrane. Donc il y a à la fois la création d'une énergie électrique et d'une énergie osmotique de gradient électrochimique, à cause du fait que d'un côté de la membrane, les protons, sont pris par notamment les quinones ici, et les protons sont libérés de l'autre côté de la membrane par divers processus. Donc on se retrouve avec un gradient qui est une forme de stockage de l'énergie. Et ensuite, cette forme stockée de l'énergie, qui est sous forme de gradient, est utilisée par une enzyme qui est l'ATP synthase, qui transforme l'ADP en ATP, l'ATP étant évidemment une forme de stockage de l'énergie qui va être utilisée ici pendant ce cycle de Calvin. Voilà. Alors, notez bien une chose, c'est que dans ce processus, le CO2 ne reçoit pas directement les électrons. Il n'y a pas une réaction entre NADPH et CO2. En fait, le NADPH intervient dans la réduction du 1,3-bis phosphoglycérate, ici, comme vous voyez, et donc le CO2 est incorporé dans la ribulose 1,5-biphosphate, qui est coupé en morceaux en donnant du 3-phosphoglycérate, qui est phosphorylé, vous voyez, donc l'ATP intervient ici et le NADPH vient là. Et à la fin, vous produisez du fructose 6-phosphate et puis saccharose, amidon, enfin les sucres, etc. Alors, quand on parle de photosynthèse artificielle, je voudrais dire que, sans doute, les pionniers en la matière, pour moi, le point de départ magnifique de cette histoire de photosynthèse artificielle, ce sont les travaux
de Gust et Moore aux États-Unis, qui ont réussi un véritable tour de force que je voudrais vous indiquer. Vous voyez, ce sont en fait deux papiers dans Nature en 1997 et en 1998. Et vous allez voir de quoi il s'agit. Il s'agit d'abord de synthétiser une triade qui est composée d'une porphyrine ici et qui en fait va servir de photosensibilisateur pour capter les photons du Soleil. Ici, vous avez un groupement, une quinone. D'ailleurs, j'ai parlé de quinone dans le système photosynthétique. C'est une quinone qui est un accepteur d'électrons. Et ici, au bout de ce caroténoïde, vous avez un groupement qui est donneur d'électrons. Enfin, l'ensemble est un donneur d'électrons. Ensuite, cette molécule est installée dans une bicouche lipidique. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a tout un tas de raisons qui expliquent pourquoi la quinone est orientée vers l'extérieur de la vésicule et le caroténoïde à l'intérieur, et vous avez la porphyrine au milieu. Et puis vous avez en plus une deuxième quinone qui se promène libre et qui va servir de transféreur d'électrons. Et ici, vous avez un indicateur pH, et le système fonctionne de la façon suivante. Vous éclairez, à ce moment-là, vous excitez le photosensibilisateur. La triade permet une séparation de charge. Vous avez un trou au niveau du caroténoïde et vous avez un électron dans la quinone. La petite quinone, ici, reçoit cet électron, donc ça améliore la séparation de charge, reçoit un électron et est neutralisé par un proton qui vient de l'extérieur. Ensuite, cette quinone qui est à l'état réduit va réduire le trou et perdre, donc du côté de ce côté interne de la membrane, et relâcher des protons. Donc si tout marche bien, en faisant ça avec une molécule, certes, dont la synthèse est hyper compliquée, hein, ils ont mis des années à faire une molécule comme ça, eh bien, on doit avoir un transfert de protons de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire création d'un gradient qui est évidemment thermodynamiquement défavorable, mais qui est assuré par l'apport énergétique de la lumière. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Ici, l'indicateur coloré montre que le pH à l'intérieur de la vésicule diminue. Et donc, vous avez petit à petit, voilà, en suivant à ce pH, à cette longueur d'onde, vous avez l'indication de la formation de transfert de protons, vous voyez, de l'ordre de 10 protons enfin 1 proton par minute, et par liposome. L'étape suivante, donc ça c'est vraiment le premier modèle de gradient photo-induit, de protons, pardon, j'ai mis, oui c'est ça, de photo-induit. Et puis la deuxième étape, l'année suivante, ils rapportent le même système, mais dans lequel ils ont installé l'ATP synthase dans la vésicule. Et là, c'est tout à fait extraordinaire parce que ça marche, c'est-à-dire qu'ils ont un système de vraie photosynthèse artificielle, ils éclairent et ils produisent de l'ATP à partir d'ADP. Et en effet, le gradient de protons qui est créé à travers la membrane déclenche l'activité de l'ATP synthase et vous avez production d'ATP à partir d'ADP. Voilà, le rendement quantique est de l'ordre de 15%, ce qui n'est pas du tout nul, un ATP pour 14 photons, et la production d'ATP, c'est quelque chose comme 25 000 ATP par enzyme et par heure. Voilà, et donc on a créé ici une vésicule, on a d'une certaine façon créé une cellule qui est capable de transformer l'énergie solaire en carburant. Et ça, c'est très très intéressant parce qu'on ne peut pas s'empêcher de rêver qu'on puisse créer comme ça des cellules artificielles,
relativement simple qui utiliserait l'énergie solaire pour déclencher tout un tas de réactions, par exemple utilisant l'ATP, mais utilisant le gradient de protons pour faire de la chimie. Et donc là, on est dans ce monde très discuté en ce moment de, appelons-le, biologie synthétique, biologie de synthèse, créer des organismes presque vivants. Évidemment, il n'est pas vivant, il ne se reproduit pas, cet organisme-là. Mais des usines biologiques, cellulaires, mixtes, hybrides, hein, vous voyez, puisqu'il y a à la fois des choses de la biologie et puis des molécules de synthèse qui font une usine chimique qui pourrait nous permettre de produire des molécules d'intérêt en utilisant l'énergie solaire. Alors, je vais parler maintenant presque uniquement, pour terminer, de l'hydrogène, parce qu'une façon de stocker l'énergie solaire, outre la captation du CO2 et sa transformation en sucre et en biomasse, c'est de transformer les protons en hydrogène. Et effectivement, il y a certains micro-organismes qui, dans certaines conditions métaboliques, utilisent les électrons qui traversent ici jusqu'au photosystème 1 et qui ensuite sont excités là, non pas pour aller produire du NADPH, mais pour réduire des protons en hydrogène. Et c'est un système enzymatique dont j'ai déjà parlé plusieurs fois d'ailleurs, qui sont les hydrogénases, qui sont des enzymes absolument vraiment fascinantes et qui catalysent la réduction des protons en hydrogène ou la réaction inverse dans certains cas, l'oxydation de l'hydrogène en eau. Voilà, alors ces systèmes-là sont des systèmes relativement complexes. Ce qui est intéressant, ce sont des systèmes à base de nickel et de fer ou de fer. Peut-être ce n'est pas nécessaire de rentrer dans le détail, mais retenez que ces systèmes, voilà, il y a deux classes d'hydrogénases, et une des hydrogénases a du nickel et du fer ici, c'est le site actif, avec deux cystéines qui font le pont entre les deux atomes nickel et fer. Et puis vous voyez qu'il y a du cyanure et du monoxyde de carbone, c'est quelque chose d'assez étonnant, mais l'enzyme a besoin de ça pour fonctionner. Dans le cas de l'autre système ici, le site actif contient deux atomes de fer, deux soufres aussi qui pompent les deux atomes de fer comme ici, sauf que ce n'est pas le même ligand, ce ne sont pas des cystéines. Et puis là aussi, vous voyez du monoxyde de carbone et du cyanure. Et il y a en plus tout un tas de métaux ici qui en fait sont des chaînes de transfert d'électrons qui facilitent les transferts d'électrons entre le site actif et la surface. Voilà. Et la réaction catalysée est celle-là. Voilà. Alors, si on veut faire de la photosynthèse artificielle, au sens de la production d'hydrogène, convertir du soleil en un carburant qui serait spécifiquement l'hydrogène, eh bien, il faut un système qui est ces deux choses-là. Des collecteurs de lumière, donc il faut des photosensibilisateurs qui induisent une séparation de charge, un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure, avec un donneur qui crée un trou ici, un accepteur qui crée un électron réactif ici. Et ces électrons sont ensuite utilisés pour réduire les protons en hydrogène. Et pour ça, vous avez besoin d'un catalyseur. La réaction n'est pas suffisamment rapide pour qu'on puisse utiliser les protons directement à ce niveau-là, mais on a besoin d'un catalyseur. Et le trou ici doit être réduit par l'eau. Et là aussi, vous avez besoin d'un catalyseur. Et donc, vous voyez que le bilan, c'est 2H2O donne de l'oxygène plus de l'hydrogène. Et c'est ça qu'on veut faire. Et on a cassé l'eau uniquement en utilisant le soleil. Voilà, alors je reprends à nouveau mon système et ma photosynthèse. Vous voyez la membrane, le photosystème 2, le système de transfert d'électrons. Et ici, vous avez le photosystème 1 qui donc transfère ces électrons à la ferredoxine et à la ferredoxine réductase, ces deux protéines étant absolument essentielles à la conversion du NADP en un NADPH. Alors le photosensibilisateur, le PS1, intéresse maintenant depuis quelques années beaucoup de gens, tout simplement parce que c'est un système qui a des tas de propriétés tout à fait intéressantes.
Donc il absorbe dans le visible, et effectivement il faut des photosensibilisateurs qui absorbent l'énergie visible du Soleil. Il fonctionne avec un rendement quantique qui est maximal, 1. La durée de vie des états de séparation de charge est suffisamment grande pour permettre des réactions, des électrons avec les trous et des électrons avec des accepteurs, sans qu'il y ait recombinaison de charge. Le potentiel de l'électron qui est ici en sortie du photosystème 1 est compatible avec la réduction des protons en hydrogène, et puis c'est un système qui est parfaitement robuste. Et donc vous voyez ici, dans le photosystème 1, vous avez un photosensibilisateur qui est excité à ce niveau-là. Des électrons sont éjectés et vont jusqu'à ce cluster qui va ensuite donner ces électrons à la ferredoxine. L'idée, c'est de ne pas avoir de ferredoxine et d'utiliser les électrons qui arrivent là pour réduire des protons en hydrogène. Et ici, vous avez créé un trou qui va être comblé par des donneurs d'électrons. Les naturels, c'est le cytochrome C6 et la plastocyanine. On regarde un peu plus en détail. Vous voyez, les électrons en bout de chaîne arrivent ici, après avoir été excités en bas. Et ici, vous avez la ferredoxine. Ça, c'est la partie du site donneur. Et du côté du site accepteur, ici, vous avez le cytochrome et la plastocyanine qui viennent se figer en dessous. Donc on a des informations structurales extrêmement précises. À partir de là, vous avez tout un tas de systèmes qui se sont développés, vous voyez, disons à partir du milieu des années 2000, et ça va jusqu'à très récemment, où on a platinisé le photosystème 1, le platine servant de catalyseur de réduction des protons. On a accroché des nanoparticules de platine par des linkers à base de thiol. Vous verrez comment c'est fait. Vous voyez, 2008-2009, ici c'est un node dithiol qui accroche des nanoparticules de platine au photosystème 1. Le donneur d'électrons peut être du cytochrome C6, la plastocyanine, néanmoins que vous ayez un donneur d'électrons, c'est très souvent l'ascorbate, comme vous pouvez le voir là. Et puis vous avez des systèmes dans lesquels, je dirais, ça c'est vraiment plus hybride au sens où j'en parle depuis le début, c'est-à-dire la combinaison de choses chimiques et de choses biologiques, mais il y a quand même aussi des systèmes qui ont une forme, qui sont un petit peu hybrides, dans le sens où ils ne sont pas naturels. Mais là, on associe le PS1 directement avec des hydrogénases par différentes méthodes. Vous voyez, ici aussi, il y a un pont dithiol entre le photosystème 1 et l'hydrogénase. Et tous ces systèmes fonctionnent, on les éclaire et ça produit de l'hydrogène. Voilà, alors c'est assez joli comme stratégie. Voilà, alors ici, c'est la protéine qui porte les deux clusters FA et FB. Et donc ce qui est proposé ici, c'est d'introduire ces deux clusters à l'intérieur de l'apoprotéine, sauf qu'il y a une cystéine qui a été transformée en glycine. De sorte que le deuxième cluster ici a un fer qui a un site de coordination vacant. Les trois autres cystéines ont fixé 3 fers et il y a un quatrième fer qui n'a rien comme ligand. Et ça va permettre d'accrocher sur ce... alors où est-ce que c'est? Voilà. D'accrocher un thiol. Le thiol va s'accrocher à la place de la cystéine sur un atome de fer et vous avez au bout de la chaîne un deuxième thiol. Et c'est ce deuxième thiol qui va servir à accrocher les nanoparticules de platine. Voilà, donc un système parfaitement hybride. Vous avez le photosystème 1, vous éclairez et vous avez un donneur d'électrons et ça va réduire les protons en hydrogène grâce à la catalyse par le platine. Bon. De la même façon, vous voyez le même objet avec la mutation qui permet d'accrocher un thiol ici
le linker avec 2 thiols et sur l'hydrogénase, une mutation autour de ce fer-soufre, cystéine en glycine, qui, à nouveau, permet l'accrochage du 2e thiol. Et vous avez un objet qui semble naturel, mais qui ne l'est pas. Il n'y a pas de lien entre le photosystème 1 et l'hydrogénase dans les systèmes naturels, puisqu'il y a tout un tas de systèmes, notamment ferrédoxine, de transfert d'électrons, qui sont absents ici. Mais là, un lien a été créé par les chimistes avec ce dithiol. Et donc, voilà, on a là aussi un système qui est actif. Bon, enfin, voilà d'autres systèmes. Ici, c'est un système, on a fusionné une hydrogénase avec un des domaines du photosystème 1, et évidemment, parce que ce domaine a une affinité avec le photosystème 1, les choses se fixent de façon non covalente, mais avec des affinités tout à fait importantes, et on a une excellente activité de production d'hydrogène. Voilà, 0,6 micromol d'hydrogène par milligramme de chlorophylle par heure. Vous voyez, tout ça, ce sont des résultats relativement récents, 2010. Donc il y a énormément de choses qui ont été faites dans ce sens. Vous voyez, on peut améliorer, et le meilleur système à ce moment-là, c'était PS1 avec ce lien et avec les nanoparticules de platine. Il y a quelques mois, sans doute le meilleur système qui a été proposé donc dans cet article de PNAS en 2011, c'est un système donc, qui utilise de l'ascorbate comme donneur d'électrons, du cytochrome C6 comme médiateur de transfert d'électrons au PS1, le photosystème 1 qui est le créateur de la séparation de charge, donc des trous ici et des électrons ici, et ce lien, vous voyez, dithiol qui accroche cette hydrogénase. Donc l'optimisation a été réalisée en utilisant de l'octane dithiol, en créant un lien covalent entre le cytochrome C6 et le photosystème 1. Et dans ces conditions, vous voyez par rapport aux chiffres que j'indiquais tout à l'heure, ici on est arrivé à 2200 micromoles d'hydrogène par milligramme de chlorophylle par heure, quelque chose comme 105 électrons par photosystème et par seconde, et le photosystème, la photosynthèse naturelle au niveau du photosystème 1, c'est 50 électrons par photosystème et par seconde. Donc là, réellement, si ces chiffres sont vrais, on a un système, je dirais, hybride, artificiel, qui est plus puissant que le système de la photosynthèse naturelle. Voilà. Donc là, j'ai parlé et je vais terminer là-dessus, j'ai parlé de nanoparticules de platine et de systèmes hybrides en utilisant les hydrogénases. Je voudrais terminer en parlant de systèmes qui ressemblent plus à tout ce dont j'ai parlé pendant ces 2 heures, la dernière fois et maintenant, c'est-à-dire un système protéique et un système de synthèse, un complexe de coordination ou un complexe organométallique pour faire de la réduction des protons en hydrogène, pour faire un catalyseur de réduction des protons. Alors, ça c'est une diapositive que je montre souvent, qui est à nouveau, vous voyez, le site actif des hydrogénases. C'est cela qui nous intéresse, puisqu'on veut réduire des protons en hydrogène. Vous avez du nickel et du fer. Donc il y a des tas de gens, et nous y compris, qui essayons de faire des systèmes qui ressemblent à ça et qui sont fonctionnels. Voilà ici aujourd'hui sans doute l'ensemble des catalyseurs qui sont les plus efficaces. Et vous voyez, vous pouvez reproduire des ensembles nickel-fer ici. Ça peut être des complexes de nickel tout seul, j'y reviendrai dans d'autres cours. Mais vous pouvez aussi faire des complexes de cobalt, et sans doute ces cobaloxymes ou ces diimine-dioxymes de cobalt, sur lesquels nous travaillons depuis maintenant quelques années, sont des catalyseurs tout à fait intéressants pour faire la réduction des protons en hydrogène. Alors on a commencé un travail là-dessus. Bon, en fait, David Tidy aux États-Unis est allé plus vite, mais je vais vous montrer ce qu'on fait. Lui, il a repris le photosystème 1 et il a simplement incubé avec de la cobaloxyme, qui est ici.
et il éclaire et il a de la production d'hydrogène. Alors, il ne sait pas encore très bien où ce catalyseur se fixe, mais très clairement, on a un système qui marche bien, 5200 molécules d'hydrogène, enfin 5200 turnover en 1 heure et demie, c'est tout à fait intéressant. Et là, vraiment, ce n'est pas compliqué. Vous prenez du photosystème 1, vous rajoutez une solution avec cette cobaloxime, vous éclairez. Évidemment, il faut un donneur d'électrons. Ici, c'est le cytochrome C6 à nouveau. Et vous avez, voyez, des systèmes qui fonctionnent, presque aussi bien que les meilleurs systèmes photosystème 1, nanoparticules de platine. Voilà. Je vais m'arrêter là-dessus. Pour vous dire 2 choses, nous travaillons sur ces objets-là. Et je vais vous parler de 2 projets. Un qui est en collaboration avec John Goldbeck, où nous essayons d'accrocher, un peu comme il l'a fait avec le platine, des dimine-dioxyme de cobalt. Donc nous sommes en train de synthétiser ce type de système. Et là, l'idée étant d'utiliser, par la même stratégie, la sous-unité où il y a les 2 clusters et avec la mutation qui permet d'accrocher un thiol, et théoriquement, voilà, d'accrocher cette molécule de synthèse à cette protéine qui ensuite va s'accrocher au photosystème 1 et de créer un système hybride photosystème 1 avec un complexe de cobalt, et en espérant que l'ensemble fera de la réduction des protons. Et l'autre système sur lequel nous travaillons, beaucoup plus simple comme idée, c'est d'utiliser la myoglobine et de remplacer l'M par des cobaloxymes ou des dimine-dioxymes de cobalt. Nous avons déjà produit cette molécule et nous sommes en train d'étudier les propriétés d'un tel catalyseur hybride pour la réduction des protons en hydrogène. Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà, donc au cours de ces 2 heures, j'ai essayé de balayer le plus largement possible quelles sont les stratégies aujourd'hui de ce monde nouveau qui est celui des métalloenzymes artificiels et des biocatalyseurs hybrides, en montrant les différentes stratégies, en montrant, bon, j'ai un peu insisté sur l'aspect photosynthèse parce que c'est un domaine, comme vous le savez, qui m'intéresse plus particulièrement, mais là aussi, dans ce domaine-là, on peut faire des choses tout à fait intéressantes en combinant des catalyseurs de synthèse avec des protéines d'intérêt et par exemple ce fameux photosystème 1 qui peut être très, très bien utilisé comme photosensibilisateur. Bon, vous avez, je crois, une vue d'ensemble qui va vous permettre de comprendre donc maintenant très clairement comment des chercheurs plus spécifiquement attaquent ce problème et je vais laisser la parole à Thomas Ward. Dans les cours suivants, alors pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, parce que la semaine prochaine, je suis absent, on attaquera un autre domaine qui est cette combinaison de la chimie et de la biologie, qui est ce qu'on appelle la chimie biomimétique et la chimie bio-inspirée. C'est une autre forme de combinaison des concepts de la biologie et de la chimie. Voilà.